Salut tout le monde et bienvenue pour ma nouvelle vidéo Un Blu-ray un film. Et aujourd'hui on va finir le fil rouge qu'on a commencé déjà quelques temps et je vais bien sûr vous parler de Harry Potter 7 partie 1 et partie 2. Je sais pas encore si ce sera sur une seule vidéo ou en deux parties, mais normalement si tout va bien ce sera en une seule et même vidéo. Donc, comme toujours, on va commencer par parler du film. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'en ai pensé, et après, on va partir sur des grosses parties spoil et critiques par rapport, enfin, comparaison par rapport au bouquin, et on fera au départ la partie 1, et ensuite la partie 2. Bon, alors déjà, de quoi ça parle? Harry Potter 7, partie 1. Eh ben, c'est l'hécatombe totale, Dumbledore est mort, Harry décide avec Ron et Hermione de partir tout simplement à la recherche des Horcruxes, donc de ne plus aller en cours, et Voldemort de ce côté a pris complètement le pouvoir, et ça commence un petit peu à partir en sucette, et ça pas forcément dès le début du film, c'est plus au fur et à mesure du film que ça part en couille, mais on voit très bien, de toute façon, ne serait-ce que dans un premier temps, que Rogue est passé du côté de Voldemort, parce que la première scène, on voit Rogue arriver chez les Malfoy, et participer à un conseil justement de mange-mort tenu par Voldemort. Donc il y a des enjeux beaucoup plus importants qui se mettent en place dans ce film. Harry est justement à la recherche des Horcruxes, même si concrètement il ne sait pas forcément où ils sont ni comment les trouver. C'est pour ça que pendant le film, Ron va quand même lui mettre plusieurs fois dans la tronche cet argument-là, genre mais concrètement tu sais où ils sont, tu sais où on va, etc., etc. Donc il y a vraiment une tension qui s'installe déjà, parce que dans l'atmosphère globale du film et entre les personnages, voilà. Mais bon, ça apporte des scènes vraiment très intéressantes en termes de déploiement des personnalités, parce que justement dès le début on va avoir tout un groupe de sorciers qui vont devoir amener Harry d'un point A à un point B avec des différents processus, je ne vous spoil pas non plus trop le film, et il va y avoir des blessés, il va y avoir des morts tout au long du film, enfin ça va être vraiment, comment je pourrais vous dire, vraiment un état de guerre, enfin en tout cas le commencement vraiment d'une guerre, on sent vraiment qu'on est en phase de conflit. Et ça d'ailleurs, vraiment à ce niveau-là, le film est beau, dans le sens où vraiment on ressent toute la tension, on ressent toute la pression de l'atmosphère vraiment pesant d'un conflit simplement de guerre, et même dans les décors et dans la façon justement dont les effets spéciaux sont mis en avant, et justement les effets spéciaux au niveau de la magie, c'est très épuré, c'est sobre, on est vraiment sur une recherche du réalisme au possible, mais dans le monde de la magie. Et moi franchement je trouve ça mais vraiment mais super beau. À côté de ça, bon, au niveau jeu d'acteur, c'est ouf. Franchement, les acteurs jouent toujours très très bien, surtout dans ce film-là. Vraiment, c'est, comme je vous dis, bon, le 3 est mon préféré, mais vraiment le 7 partie 1 est juste en dessous. Et justement, on voit et on sait que on va voir un bouquin, enfin une histoire en deux films. Parce que vraiment, le réalisateur, vraiment prend son temps de poser les personnages, de poser l'histoire. Oui, effectivement, le film est un peu, entre guillemets, lent. Parce que c'est pas que ce soit pas vu de temps en temps, mais c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas forcément l'histoire, pour ceux qui sont pas forcément accrochés et attirés par ce film, c'est vrai que c'est un peu plus long. Enfin, c'est un peu plus lent que la partie 2 qui vous allez sur l'action. Là, on est vraiment sur la mise en place du contexte, etc. Vraiment le côté très très prenant, simplement d'un statut de conflit. Et puis de toute façon, je vais vous dire, pour moi, je trouve que c'est un bon film, enfin un beau film et surtout un bon film. Parce que, vu comment l'adaptation est faite, elle est magistrale. Alors oui, il y a des trucs qui changent par rapport au bouquin, certes, mais concrètement à certains autres films, ce n'est pas un mauvais impact sur l'histoire. Justement, là, les libertés qu'ils ont pu prendre avec le bouquin nous retranscrit vraiment toute la tension, toute l'atmosphère, vraiment tout ce que J.K. Rowling a voulu mettre dans son livre, et ça du début, vraiment comme je vous disais avec Rogue, Ron, Harry, Weasley qui commencent à prendre en compte qu'ils vont quitter leur famille pendant quelques temps, et puis jusqu'à la fin du bouquin même, aux éléments qui se passent à la fin du bouquin, mais je vous spoilerai pas trop parce que j'imagine qu'il y a peut-être encore des gens qui n'ont pas forcément vu Harry Potter 7 partie 1 ou lu le livre. Il ne doit pas en avoir beaucoup, mais voilà, je ne préfère pas vous spoiler tout de suite, parce que justement, on va pouvoir maintenant entrer dans la partie spoil, et alors là par contre, effectivement, je ne vais pas non plus tout vous dire au niveau des changements, je vais vraiment vous parler des changements, entre guillemets, radicaux, surtout des changements qui ont vraiment un impact sur l'histoire, mais impact qui peut être positif, voire même très positif, et d'autres où je trouve ça un peu dommage qu'il l'ait changé, mais concrètement, comme je vous dis, il n'y a pas vraiment de gros changements. Alors, justement,
qu'est-ce qui va changer? Et là, on va suivre vraiment le film dans sa trame principale. Qu'est-ce qui va changer? Ben, la première chose qui va changer, ça je vous l'avais déjà dit dans le film précédent, c'est quand justement tout le groupe de sorciers va chez Harry pour l'emmener d'un point A à un point B, que certains se prennent du polynectar pour devenir Harry et qu'on découvre certains personnages, comme par exemple Podagus Fletcher ou justement Bill Weasley. Et là, on le voit directement avec la grosse griffure de Greyback le loup-garou, et justement Lupin dit oui, voilà, maintenant c'est un loup-garou, il mange de la viande crue, enfin il fait des blagues là-dessus. Et dit ouais, Bill dit ouais, je vais me venger de ce loup-garou. Mais là, je trouve ça dommage parce que concrètement, on ne sait pas d'où ça vient, alors que normalement, c'est un événement qui se passe dans le 6ème. À la fin du 6ème, justement, il y a un gros conflit, enfin, moins important que dans la partie 7, mais enfin, dans le 7ème film, mais il y a un gros conflit entre des mange-morts et des étudiants, et Bill Weasley est là, et c'est là qu'il se fait griffer ou mordre, je sais plus, par le loup-garou Greyback. Et c'est vraiment dommage. Alors après, oui, effectivement, vu qu'ils ont mis dans le 6ème, ils sont obligés de l'expliquer comme ça. Donc là, c'est plus un reproche au 6ème que je fais, mais bon, je trouve ça quand même toujours dommage. Et pour continuer sur cette scène-là, justement, au moment, les sorciers, les gentils, vont justement emmener Harry d'un point A à un point B et vont passer à travers de mange-morts. Et la façon dont Harry a été, entre guillemets, reconnu par Voldemort dans cette scène-là, c'est que Edwige l'a défendu d'un sortilège de la mort. Parce que oui, Edwige se fait tuer dans le film, enfin dans le bouquin aussi, mais justement, là, c'est la scène qui l'a fait, entre guillemets, reconnaître aux yeux de Voldemort. Et franchement, la scène est archi classe, et franchement, largement, je préfère tout à fait ça. Mais là, justement, c'est encore un point où ils ont... et là, bon, encore, c'est justement, c'est là que j'aime bien, c'est parce que dans le 3ème, normalement, quand Harry Potter prend le Magicobus, justement, il s'identifie pas auprès de Stan Rocade, mais après, Stan finit par savoir qui c'est. Et là, en fait, justement, c'est que Stan lui envoie un sortilège de désarmement, dans le bouquin, un sortilège de désarmement, et là, il reconnaît que c'est Harry, il voit que c'est Harry. Et là, justement, Stan Rocade n'est pas justement avec les mange-morts, donc on peut pas forcément inclure ça. Et là, franchement, moi, c'est un point qui ne me dérange pas du tout. Et si on continue dans la scène, donc les sorciers arrivent justement au fameux point B, qui là est changé. Au lieu d'être chez Tonks et Lupin, enfin chez les parents de Tonks, pardon, on arrive chez les Weasley. Bon, là c'est pas trop gênant, mais je vous parlerai plus vers la fin de ma vidéo, où là je trouve qu'il y a quand même un petit point qui est un peu négligé. Mais en fait, ce qui est important à savoir, c'est que quand ça arrive chez les Weasley, au fur et à mesure les gens arrivent, et en fait, à chaque fois que quelqu'un arrive, la personne qui était là déjà avant lui pose une question pour faire un test. Pour qu'entre guillemets, les deux personnes sachent que la personne qui est en face d'eux est vraiment la vraie personne, qui a eu du polynectar ou des conneries dans le genre. Et justement, là, d'un moment, Lupin vient voir Harry, parce que Lupin est arrivé avant Harry, et lui pose la question de savoir quel était l'animal ou la créature qui était dans son bureau à l'époque où Harry l'a rencontré. C'est à l'époque où justement où il apprenait à manipuler le Patronus. Et je vous avais dit justement dans la vidéo sur Harry Potter 3 de retenir cet élément-là, c'est que concrètement, c'est un élément qu'ils ont enlevé du film, mais là qui réutilise dans celui-là, parce que concrètement, c'est la fameuse Strongulo qui est dans un coin du bureau de Lupin, qui normalement devait être dans le 3 mais qui n'a pas été mis dans le film, et là il le réutilise dans le 7. C'est là que c'est un peu limite quand même. C'est là il y a un changement où concrètement on se dit mais alors oui d'accord il s'est passé plein d'événements, mais on aurait voulu justement faire le lien. On aurait voulu pouvoir faire le lien. Après, si on continue, il y a également la phase avec Rogue. Parce que normalement, Fred, ouais c'est Fred, oui. Bref, un des deux Weasley, je me souviens plus qui c'est. Un des deux Weasley justement se fait prendre un sort et se fait déglinguer l'oreille. Et en fait, il faut savoir que normalement, ce sort-là, c'est le sort justement, le fameux Sectum Sempra là, qu'a créé Rogue. Et ils en parlent dans le bouquin. Ils l'identifient comme quoi c'est Rogue qui lui a tiré ce sort et qui a fait ça. Et là dans le film il l'oublie et franchement ça aurait rajouté une petite pointe encore un peu plus sale par rapport à Rogue. Et ça aurait vraiment été intéressant par rapport à ce qui se passe tout au long du film. Ah oui, et donc justement c'est George qui se fait déglinguer l'oreille. Si on continue dans l'histoire, d'un moment Bill et Fleur de la Cour, qu'on a vu dans le 4ème, vont finir par se marier. C'est d'ailleurs un peu pour ça qu'ils vont chez les Weasley pour ce truc-là. Sauf que dans le bouquin, normalement, Harry est quand même recherché par tous les mange-morts. C'est l'ennemi public numéro 1, pour Voldemort en tout cas. Donc il est recherché et donc normalement il n'est pas censé se montrer comme ça librement. Donc normalement pendant ce mariage-là, Harry est sous l'influence du polynectar et joue le rôle d'un Weasley, d'un lointain cousin de Ron. Et là, ils l'ont pas fait. Et bon, d'un côté, oui, parce que comme ça, il peut parler avec les autres gens très librement. Ça mène des scènes un peu assez intéressantes, justement sur la vie de Dumbledore, qui n'est justement pas assez développée dans ces films. Mais
j'étais un peu surpris sur le coup, mais bon, ça c'est pas très grave. D'ailleurs, il y a des petites scènes qui ont été enlevées comme ça, genre par exemple quand Hermione dit qu'elle a oublié de faire le gâteau pour Harry. Normalement, dans le bouquin, ils font le gâteau pour Harry avec Ginny et c'est un vif d'or. Voilà, petite anecdote que j'ai rajoutée. Mais si on suit vraiment justement ce qui se passe, normalement, il y a également une scène très forte, très importante dans ce bouquin, et justement, ça aurait pu faire revenir un personnage. C'est une scène avec Victor Krum qui est présent au mariage et justement une scène avec Xenophilius Lovegood, le père de Luna, où justement Xenophilius porte le fameux collier avec les reliques de la mort dessus, et Victor le reconnaît et justement pète un câble, etc. Il y a une dispute qui se passe avec ces deux-là, et moi j'aurais bien aimé voir ça. Voilà, ça aurait pu être une scène très intéressante et mettre un peu plus de, entre guillemets, d'intérêt, plus de questionnement encore par rapport au fameux relique de la mort qui est quand même le titre du film. Mais concrètement, par rapport au Prince de Sang Mêlé, là vraiment on sait que entre guillemets, le titre du film est bien respecté. D'ailleurs, en parlant de changement que j'ai bien kiffé, c'est la venue de Dobby, enfin l'intégration de Dobby dans la capture de Modingus Fletcher. Parce qu'il était quand même absent de pas mal de films où il aurait dû être là, et à le voir dès le début, bah j'ai kiffé, putain. En plus, voir Dobby et Créature faire leur petit jeu, etc., franchement, j'ai surkiffé. Et vraiment, je remercie vraiment d'avoir mis Dobby, justement, présent là-dedans. Par contre, un truc que je reproche un petit peu au film, parce que toute l'histoire dans le ministère, tout ça se passe très très bien. La dispute avec Roll, j'ai surkiffé. Par contre, un truc que j'aime pas trop, c'est quand justement Harry et Hermione, qui sont maintenant tout seuls, vont à Godric's Hollow pour pour enquêter un petit peu, etc., etc. De voir la maison des Potter vraiment détruite, j'attendais vraiment cette scène, parce que dans le bouquin, ça m'a vraiment ému. Et en fait, la fameuse maison, normalement, sur une porte, ou sur une planche, je sais plus, il y a des écritures, en fait, des témoignages de gens qui respectaient vraiment les Potter, et quand Harry passe devant, en fait, les écritures s'illuminent. Et vraiment, cette scène dans le bouquin paraissait vraiment ouf. Et là, par contre, c'est vraiment une incompréhension. Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont pas intégré dans ce film. Le film est très beau, mais vraiment, cette scène-là, en plus, qui est au centre du film, aurait pu vraiment, ça aurait pu vraiment rendre le film vraiment inoubliable. Donc si on continue un petit peu dans le film, bon là on verra que Ron revient, etc., etc. Il y a plein de scènes très intéressantes. Justement la fameuse scène du conte du Bédel-de-Bard avec les fameux trois frères qui est magnifique, fait reproduit au cinéma. On dirait même un petit côté Tim Burton là-dedans. Bref, j'ai surkiffé. Et le problème c'est qu'il y a un truc qui change. Et là je trouve ça également dommage, même si on le comprend, hein, c'est un peu subtil. Mais qu'à la base, une fois que Voldemort est entre guillemets au pouvoir, le mot Voldemort est tabou. Et en fait, si quelqu'un le prononce, il invoque des mange-morts. Et c'est comme ça, en fait, que Xenophilius Lovegood amène les mange-morts chez lui, pour que justement, ils viennent capturer Harry et ses amis. Et là, je me suis dit, c'est dommage de ne pas l'avoir expliqué, au moins de l'avoir dit après. Genre, même quand ils finissent par s'échapper, c'est vrai que le nom est... j'avais oublié que le nom était tabou, etc., etc. Et là, il n'y a pas ce petit clin d'œil, et je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, on en est rendu au dernier point de la partie 1, qui pour moi est changé, qui pour moi est dommage. Enfin, ça aurait pu être une scène assez glauque, hein, assez dure quand même. Hein, mais normalement, quand Dobby libère Harry et Ron, il tue Queudver. Enfin non, il tue pas Queudver, en fait, il le désarme, comme là dans le film. Mais en fait, la fameuse main que Voldemort a remis à Queudver, sachant qu'il est désarmé et face à des ennemis, et ben il l'étrangle, il le tue pour éviter justement que qu'il passe, qu'il dise des choses, etc., etc. C'est un peu comme les capsules de cyanure qu'on avait avec les agents les agents secrets dans les films de James Bond, etc. Et là, oui, la scène aurait pu vraiment être dure, et là, ils ont rendu plus la scène en plus un peu comique, genre Queudver tombe, il y a Baguette qui vole, etc. Je trouve ça vraiment dommage, même si je crois qu'il s'est tué après, plus tard, dans une scène où on voit qu'à moitié. Mais quand justement Voldemort arrive et détruit tout le monde, là, je crois que c'est dans la partie 2, ça. Mais, alors oui, le film aurait été un peu plus dur, et peut-être, c'est par rapport mais bon. J'aurais bien kiffé voir Queudver se faire étrangler par sa main, ou limite en fond ou en ombre, etc. Par là, qui fait comme ça, et puis l'étrangler. Je trouve que ça aurait vraiment pu être cool. Bon voilà, comme vous avez vu, comme je vous l'avais dit, la partie 1, il n'y a pas non plus grand chose. Et au niveau des changements, etc. Donc vraiment, pour moi, la datation est parfaite. Par contre, maintenant, on va pouvoir parler de la partie 2 de Harry Potter 7. Alors déjà, qu'est-ce qu'il y a dans cette partie 2 ? C'est vraiment la suite. Voilà, concrètement, Voldemort a récupéré la baguette de Suro. Dobby est mort. Et vraiment, les Harry Potter et ses amis vont vraiment à la recherche des Horcruxes. Et cette recherche des Horcruxes va les ramener justement
à Poudlard. Là, vous allez voir la fameuse grande bataille de Poudlard entre les sorciers de Poudlard, donc les professeurs et certains élèves, et justement les Mange-Morts. Voilà, donc il n'y a pas forcément grand chose à dire sur ce film, à part qu'il est beaucoup plus rapide que le premier, parce que dans les enchaînements des différents événements, des différentes situations, parce que concrètement, là on est vraiment sur un film d'action, un film de guerre. Là avant c'était la mise en place du conflit, là vraiment sur un film de guerre, avec des combats dans tous les sens, des effets spéciaux de ouf, de la magie, veux-tu en voilà. Donc voilà, c'est à ce niveau-là, oui, c'est un bon film d'action, guerre, dans un monde de la magie, etc. Par contre, au niveau de l'adaptation, il y a quand même pas mal de choses à reprocher, même façon en termes de jeu d'acteur. Là, on est sur un jeu d'acteur très bon, mais moins bon que la partie 1, ou en tout cas pour moi. Et je trouve que l'adaptation n'est pas forcément ouf, dans le sens où tous les enjeux, surtout les impacts que les personnages peuvent avoir, etc. Il manque quand même quelque chose pour que vraiment on ressente tout ce que J.K. Rowling a voulu mettre dans son bouquin. C'est une bonne adaptation, mais moins bonne quand même que la partie 1. Après voilà, le film est quand même très beau, les effets spéciaux sont magnifiques, on comprend quand même toute l'histoire, il n'y a pas de souci au niveau, au niveau réalisation, au niveau lumière, etc. Là on est plus sur... on revient un petit peu sur comment était tourné le 6ème, mais en mieux. Concrètement, voilà. Bon, alors c'est très rapide, bien sûr, par rapport à la description du film, parce que il y a quand même beaucoup de choses à dire, par contre, au niveau changement par rapport au bouquin. Le premier changement qui est associé donc justement entre le livre et le film, ça se passe dès le début, parce que vraiment le partie 2 est un enchaînement de la partie 1, on pourrait vraiment les mettre côte à côte. Et quand Harry et justement Ron et Hermione se retrouvent à la chaumière coquillage chez Bill et Fleur, ils sont donc avec Ollivander, et parce que Harry a cassé sa baguette dans la partie 1, et justement veut remplacer sa baguette par une autre qu'il a chopée pendant la partie 1. Et donc demande à Ollivander déjà de réparer sa baguette. Alors déjà, dans le livre, il lui demande, et Ollivander lui dit non, c'est pas possible. Dans le bouquin, ils sous-entendent ça. Enfin, dans le livre, dans le film, ils sous-entendent ça. Et une chose très importante, c'est que concrètement, dans le film, Ollivander connaît l'existence des reliques de la mort. Alors que dans le bouquin, il ne la connaît pas. Justement, il y a un suspense à ce niveau-là. En gros, on a encore le mystère de savoir si vraiment les reliques de la mort existent. Et là, même je trouve quand même cette scène-là dans le film, elle n'est pas intéressante. Pour moi, ils n'auraient pas dû changer cette scène-là. Mais bon, après, ils ont fait le choix de changer, c'est pas forcément très grave. Si on continue dans le film, on voit que justement, après, Harry, Hermione et Ron vont donc à Gringotts pour récupérer, dans la chambre forte de Bellatrix Lestrange, ils vont récupérer un des Horcruxes. Parce que pour Harry, enfin voilà, ils ont compris qu'il y a un Horcrux là-bas. Et là, cette scène, dans le livre, elle était vraiment ouf. Et là, dans le film, c'est pas pareil. Parce que concrètement, alors oui, il y a le fameux sort du Gemino qui multiplie les objets, etc. Mais là, dans le film, c'est juste que voilà, Harry, il prend l'épée, il se fait monter par les objets, et puis il récupère la coupe de Poufsouffle, qui est donc l'Horcrux, qui est dans la chambre forte de Béatrix Lestrange. Mais on aurait pu sentir encore plus d'attention si vraiment le film avait correspondu au bouquin, dans le sens où normalement il n'y a pas que le sort Gemino, mais le sort Flagrante ou un truc comme ça, où en gros, les objets sont brûlants, en plus d'être multipliés. Et donc c'est vrai que dans le bouquin, ils se font cramer et tout, etc. Ils en peuvent plus, et ils souffrent complètement. C'est vrai que d'ailleurs que normalement, Hermione est censée faire léviter le corps de Harry pour aller récupérer la coupe, pour que voilà, il puisse sortir, etc., etc. Et j'aurais aimé voir ça. Et d'ailleurs, en plus, c'est un peu bizarre parce qu'après, bon, même si effectivement ils montent sur le dos du dragon et qu'ils s'accrochent à ses pics, etc., quand ils sont sur la terre ferme, ils se mettent du produit, la solution d'Hermione, Dictam, il me semble. Et en gros, ils se mettent ça sur les mains, etc. et tout. C'est peut-être juste parce qu'ils tenaient les mains, les pics du dragon, mais ça aurait été plus intéressant de voir justement qu'ils fassent ça et qu'ils se mettent sur tout le corps pour vraiment guérir leurs blessures, etc. Ils pouvaient le faire. Et je comprends pourquoi ils ne sont pas encore allés à ce niveau-là. Mais je pense que c'est comme par rapport au premier. Ils ne peuvent pas non plus être à ce point-là, je pense, violents dans les films. Si on continue dans le film, justement, Harry, Hermione et Ron retournent à Poudlard. Mais avant ça, ils passent par Préolard. Et donc là, ils rencontrent le fameux frère de Dumbledore, enfin d'Albus, Alberfort. Et là, je trouve ça dommage, même si effectivement, en termes de time-lapse, ils ne pouvaient pas le faire. Mais concrètement, on n'en apprend pas assez sur le passé de Dumbledore. C'est vraiment quelque chose que je reproche à tous les films, ou en tout cas tous les films, ou juste tous les livres, en tout cas il y avait des scènes où on apprenait vraiment des choses sur Dumbledore, de ne pas avoir assez développé ça, sur son passé, sur sa sœur, la relation avec son frère, la relation avec Grindelwald.
Ils sont pas allés assez loin. Alors après, j'imagine que la relation avec Grindelwald, etc. et sa sœur, et j'espère vraiment qu'elle sera développée dans les animaux fantastiques. Mais je pense pas qu'à l'époque, c'était déjà le projet de faire ça. Donc là, je trouve ça dommage que le passé de Dumbledore, surtout par Albert Firth, soit pas assez développé. Bon, ensuite, ils arrivent à Poudlard, etc. Et une scène qui a complètement été changée. Mais là, je pense que c'est pour le côté grandiose de la scène. C'est la rencontre entre les Carreaux et Harry Potter. Enfin, les Carreaux, Rogue et Harry Potter quand ils retournent à Poudlard. Vraiment, cette scène-là, justement, Luna part avec Harry dans la salle commune de Cerdaigle pour essayer un peu de trouver le fameux Horcrux qui est à Cerdaigle. Sauf que là, vraiment, ils sont face à des Carreaux, enfin, le fameux mangeoire qui sont avec Rogue à Poudlard. Mais sauf que Harry est sous la cape d'invisibilité. Et que, entre guillemets, McGonagall arrive, s'engueule avec un des Carreaux, et le Carreau lui crache à la gueule. Dans le bouquin, c'était stylé. Mais là, ils ont fait une scène où concrètement, voilà, une grande salle de réunion, Rogue, les Carreaux, etc. Une scène grandiose. Et je sais même pas, j'arrive même pas encore à me décider de savoir si concrètement j'aurais préféré voir la scène du bouquin ou la scène du film. Franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous aurez vraiment aimé voir en termes de scène par rapport à la rencontre entre McGonagall et les Carreaux. Si vous avez vraiment préféré la scène du film ou si vous aurez préféré voir la scène du bouquin. Donc bien sûr, après, entre guillemets, le conflit va se mettre en place, le combat va se mettre en place. Mais pour que, justement, détruire les Horcruxes, ils ont plus l'épée de Godric Gryffondor, qui avait transpercé le basilic et donc avait sur le basilic, donc avait intégré le pouvoir pour détruire les Horcruxes. Donc ils ont besoin de récupérer quelque chose qui est lié au sein du basilic, et donc ils vont récupérer les crocs du basilic dans la chambre des secrets. Bon, Harry bien sûr est à la recherche des Horcruxes, donc concrètement il n'a pas que ça à foutre. Donc c'est Ron et Hermione et Ron d'ailleurs quelle idée, d'aller dans la chambre des secrets pour aller le chercher. D'ailleurs le délire de Harry parle dans son sommeil, etc., que explique Ron pour dire à Hermione qu'il peut prononcer quelques mots en fourche-langue, c'est différent que dans le bouquin. Normalement c'est juste qu'en gros il a eu Harry Potter tellement le faire 2 fois qu'il a retenu certains mots. Donc voilà, bref. Bon, c'est une explication aussi bidon que celle qu'il a dans le film. Hein. Mais après, par contre, la fameuse scène, bon, bien sûr, qui est grandiose aussi, c'est pareil, je pense que c'est pour le côté grandiose. Normalement, Ron et Hermione ne s'embrassent pas dans la chambre de secret, à part après, c'est le prix de la flotte dans la gueule. Ils s'embrassent justement devant tout le monde dans la salle sur demande, où justement tous les sorciers arrivent. Donc là, ils ont un peu changé, mais je pense que c'est effectivement sur le côté grandiose, et concrètement, ça ne me gêne pas du tout. Bon, bien sûr, à côté de ça, Ron propose d'être chez les elfes de maison, etc., etc. Et les elfes de maison, Buck et les centaures sont complètement absents du film. Mais bien sûr, si on continue sur l'histoire, normalement, justement, Harry, Ron et Hermione vont dans la fameuse salle sur demande pour récupérer, une version de la salle sur demande, bien sûr, pour récupérer justement le diadème de Cerdaigle et le détruire. Et donc, mais sauf que Malfoy, Crabbe et l'autre, le nouveau, là dont j'ai oublié le nom. D'ailleurs, je sais même pas si c'est Crabbe. Excusez-moi, justement, c'est pas Crabbe, c'est Goyle qui est avec eux. Et il y a un conflit qui se passe entre les deux groupes. Et Goyle utilise un sort, etc. Et après, il mourra en tombant dans le feu. Mais normalement, le fameux Black qui est avec eux, il devait pas être là. Ça devait être justement donc Crabbe qui devait être là. Mais sauf que l'acteur a eu des déboires judiciaires à ce moment-là, donc concrètement ils ont dû changer le personnage. Et normalement justement c'est pas Goyle qui meurt mais Crabbe, et Crabbe en fait il meurt directement en lançant ce fameux sort de flamme qui met du feu partout. Voilà. Mais bon, ça c'est juste des changements purement, événementiels, situationnels, concrètement l'acteur n'était pas là donc il fallait changer tout ça. Et il ne peut pas forcément faire mourir le Black, parce que concrètement on n'était pas forcément attaché au personnage. Alors oui, là on va pouvoir parler d'un changement qui en a fait chier plus d'un, c'est la fameuse mort de Fred Weasley. Là, dans le film, le mec, il est là devant un mange-mort, il se fait désarmer, il bouge un petit peu comme ça, mais on voit qu'il n'est pas mort. Et donc, on imagine que vu qu'il était désarmé, le mange-mort l'a tué derrière. Mais on voit même pas en plus ça. On le découvre que plus tard dans le film, étendu comme ça, mort, etc., à côté de Lupin, Tonks, etc., etc. Merde quoi, j'ai rien voulu vraiment voir. Alors pas forcément la même mort que dans le bouquin. Dans le bouquin, Percy se bat contre le Pius, machin, etc. D'ailleurs Percy est complètement absent des films. Et là justement, moi ça m'arrange tout à fait. J'aimais pas forcément trop l'acteur du personnage. Mais concrètement, il se bat, ça crée une explosion. Et Fred est en dessous des gravats, il meurt à cause de l'explosion. Là concrètement, il se serait fait désarmer et se prendre un sort avec la Kedavra. Moi ça m'aurait pas gêné. On aurait vu la mort de Fred, on aurait été choqué, mais on aurait compris pourquoi il est tendu sur un lit après 5 minutes après.
Je trouve que cette scène-là manque au film et c'est vraiment une des scènes que je reproche vraiment au réalisateur de ne pas avoir vraiment plus poussé en termes de réalisation, en termes de contexte par rapport au bouquin. D'ailleurs, en parlant de mort un peu bizarre dans ce film, Lavande se fait bouffer par Greyback. Bon, après qu'il se fait tuer par Amiens, mais... Alors moi j'ai kiffé dans le sens où, putain tu m'as fait chier dans le 6ème, bah crève, voilà. Mais j'ai pas trouvé vraiment l'utilité de faire mourir ce personnage-là, à part pour ceux qui étaient attachés et face, oh, elle est morte. Enfin, moi je m'en bats les couilles, concrètement. Par contre justement en mort, où là je m'en bats pas les couilles, bah c'est la mort de Rogue. Bon, qui est très bien faite, et justement ils ont caché le côté violent de la scène, mais déjà... Alors, oui, je pense qu'ils ont voulu le rattacher quand même au contexte, on va pas faire non plus trop loin. Normalement, Rogue se fait pas tuer dans l'espèce de cabane où il y a les bateaux, mais il se tue dans la cabane hurlante. Déjà. Et en fait, Nagini, le serpent, est dans une sphère protectrice. Et en fait, justement, Rogue et Voldemort, effectivement, ont cette discussion. Mais en fait, en gros, il coince Rogue dans la bulle protectrice de Nagini, il ne peut plus forcément bouger, et Nagini l'égorge. Enfin, c'est une scène très violente dans le bouquin. Et là, ils ont changé un petit peu le côté violent de la scène en Nagini qui frappe comme ça Rogue sans vraiment qu'on le voit. Je sais pas en fait. C'est encore le questionnement que je me pose, c'est est-ce que j'aurais préféré voir la scène du bouquin ou la scène qu'ils ont fait dans le film. Mais si on continue un petit peu sur Rogue, ils ont quand même changé pas mal de choses sur, entre guillemets, son passé. Bon, après, c'est pas forcément dérangeant. Hein, quand on voit justement, c'est dans la pancine, ils squeezent, en fait, ils ont squeezé toute la partie où on voit, justement, Rogue virer de bord. Et donc, lié d'amitié avec Lucius Malfoy, etc., etc., qui d'ailleurs critique Lily de sang de bourbe, comme l'a fait son fils avec Hermione. Voilà, il squeeze tout ça. Il dit, enfin, en gros, voilà, ils arrivent directement en mode élève, étudiant, bim, t'es un mange-mort, tu te fais engueuler par Dumbledore. Voilà. Il manque un truc entre les deux quand même. Mais bon, après, je trouve, c'est un peu dommage, mais c'est le choix du réalisateur. Bon, ensuite, on continue dans le film. Harry se fait tuer. Hein, voilà, enfin, il se prend le sort à Avada Kedavra, il n'est pas mort, mais voilà. Il se prend le sort d'Avada Kedavra par Voldemort, donc sa partie interne de Voldemort, donc l'Orcrux qui est à l'intérieur de lui, meurt, justement, par Voldemort. C'était un peu le plan de Dumbledore. Et par contre, là, c'est une scène, et je pense que justement, ça aurait peut-être vu un peu trop religieusement. C'est que normalement, au lieu que ce soit Hagrid qui porte le corps inerte de Harry, en fait, c'est Voldemort qui le fait léviter au-dessus de lui, avec le sort Crucifixus, je sais plus quoi. Et en gros, je pense qu'on a vu dans le bouquin, c'est pour ça que je m'en souviens, il devait être vraiment comme ça, en mode vraiment crucifié, quoi. Et je pense qu'à mon avis, le symbole aurait dû être trop violent, et je pense qu'à mon avis, certains cultes religieux auraient pu voir ça d'un mauvais œil et voir ça dans un film entre guillemets populaire, et je comprends peut-être pourquoi ils ont voulu faire ça comme ça. Bon, après, moi, ça me dérange pas trop. Par contre, ce qui me dérange, c'est dans la fameuse scène qui suit, normalement, Harry se révèle pas là, comme ça, devant tout le monde, etc. Alors, ouais, il y a une scène vraiment tendue, et en plus, elle a été tournée, je comprends pas. Vraiment, les mange-morts sont face aux sorciers, donc, Neville sort le choix-peau, etc. Et en fait, Voldemort, pour le torturer, alors il a Harry à ses pieds, met le choix-peau sur la tête de Neville, le fait cramer, donc torture un peu Neville, mais en faisant tomber le chapeau, Neville sort l'épée de Gryffondor et tue Nagini. Là, ils ont un peu changé ça. Et en fait, à ce moment-là, le conflit redémarre, et Harry se met sur la carte d'invisibilité, et justement, ne va réapparaître que pendant son combat contre Voldemort, mais en plein milieu de la grande salle. Là, concrètement, le combat est long, et personne ne les voit. Personne ne voit le combat, alors que dans le bouquin, ils sont entourés de tout le monde. Alors oui, on parle dans tout Poudlard, il y a des effets dans tous les sens, etc., etc., ça dure pas 3 heures. Là, c'est vraiment un combat qui est vraiment contre les deux. En gros, le combat qui sont en extérieur, là, ils font le combat dans la grande salle, mais ils sont entourés de tout le monde. Et oui, la mort de Voldemort est aussi pourrie que est aussi peu marquante que la mort de Voldemort dans le film, mais les gens sont autour. Et je pense qu'ils auraient pu vraiment créer quelque chose de énorme si on fait ça vraiment dans le film. Bon, ça y est, on arrive à la fin, la dernière scène. Et justement, vous allez voir le lien que je vous disais avec le début, dans la partie 1. C'est les fameux 19 ans plus tard. Bon, on va pas parler des maquillages, des machins, puis ne serait-ce que de la débilité, enfin de la débilité. L'inutilité, un peu, voilà, du film, enfin, cette partie-là, que ce soit dans le bouquin ou dans le film, elle est très sympathique, mais bon, bref.
pas non plus polémiquer là-dessus. Mais par contre, il manque un personnage, et c'est le fameux personnage de Teddy Lupin, le fils de Rémus Lupin et de Tonks. Normalement, il est dans le bouquin, on le voit, en plus l'acteur a été casté, je crois qu'il y a même des scènes qui ont été tournées, et là il est absent, et pourtant c'est hyper marquant. Après c'est pour ça qu'ils sont pas allés justement chez les parents de Tonks dans la partie 1, pendant qu'il s'échappait, parce que normalement, là on aurait eu entendu parler du fils de Rémus et de Tonks, dans les grands-parents. Mais pourtant, en plus, ils en parlent dans le film. Hein. On sait que Lupin a un fils. Hein. Mais normalement, ce qui est important, c'est que Harry devient le parrain de ce mec-là. Ça aurait pu être magnifique. C'est vraiment la scène qu'il ne fallait pas enlever dès 19 ans plus tard. Et c'est dommage vraiment que le film finisse en plus là-dessus. Harry, quand on ne sait pas, on s'en bat les couilles. Et moi, concrètement, qui ai lu le bouquin, j'aurais vraiment aimé voir ça à l'écran. Bon, bah voilà, ça y est. Ça y est, mon fil rouge sur Harry Potter est fini. J'ai fini les 8 films Harry Potter. Ouf, bah c'est tout drôle d'avoir fini ça. Hein. Bon voilà, bon, en tout cas, si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter, hein, bien sûr, pas de souci. Justement, si vous avez d'autres fils rouges à me proposer, je sais pas, les films Marvel, les films Star Wars, enfin peut-être pas trop les films Star Wars, mais les films, voilà, les films Marvel ou vraiment des grosses sagas de films, peut-être les films Seigneur des Anneaux, j'en sais rien, avec justement Seigneur des Anneaux et puis les Hobbits derrière. Voilà, n'hésitez pas à me proposer des sagas si vous en avez envie. De toute façon, ne vous inquiétez pas, après ça, il va y avoir une vidéo sur Jurassic Park, il va y avoir une vidéo sur les Wolverine, etc. etc. J'ai plein d'autres projets derrière, mais si vous voulez vraiment un fil rouge, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez aimé, donc justement, si vous avez des potes, des amis ou des connaissances qui peuvent aimer cette vidéo, n'hésitez pas surtout à partager, soit sur Twitter, sur Facebook, etc. etc. N'hésitez vraiment pas. Et au final, n'hésitez pas surtout à vous abonner, vraiment, c'est très simple, le bouton est juste là. Et puis, dans tous les cas, n'hésitez pas à regarder d'autres de mes vidéos, genre mon dernier pour faire court, mon dernier Blu-ray film, ma analyse de bande-annonce, ou ma présentation de collection. J'ai un peu de tout sur ma chaîne, voilà, donc n'hésitez vraiment pas. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.